Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Comme on l'a annoncé, on va un petit peu accélérer la diffusion de ces rencontres et de ces discussions, au vu évidemment de la situation actuelle qui, à notre avis, nécessite d'être pensée, analysée le plus finement possible. Hier, on a interviewé Stefano Palombarini et on a discuté avec lui de ce qu'il entendait par ce concept de bloc bourgeois et son rapport à la fascisation. Demain, on accueillera Marie-Lou Magal et Nicolas Mazol qui ont fait une enquête sur la nouvelle génération de l'extrême droite. La semaine prochaine, a priori, on devrait voir Eugénie Mériot qui est une juriste qui a fait un travail sur le rapport entre dictature et démocratie et la continuité potentielle qu'il y a entre les deux. Et alors aujourd'hui, on accueille Miralis Lianos. Bonsoir Miralis, qui est sociologue et qui a écrit une série d'articles pour lundi matin. Et alors, dont un qu'on a republié la semaine dernière, et on l'a republié parce que le soir des résultats des européennes, Miralis nous a envoyé un texto en disant comme prévu. Et effectivement, dans un article de 2021 ou 2022, pardon, qui s'intitulait donc le tétralème révolutionnaire et la tentation autoritaire, Miralis Lianos, qui a beaucoup travaillé sur les gilets jaunes, il avait fait une série de 4 articles qui intitulés la politique expérientielle, qui était à notre avis, à nos yeux, le meilleur travail sociologique qui a été fait à ce moment-là, c'est-à-dire en direct sur les gilets jaunes. Et donc cet article, le tétralème révolutionnaire et la tentation autoritaire, expliquer le mécanisme qui pouvait amener, selon vous Miralis en tout cas, de l'écrasement des gilets jaunes à la tentation autoritaire, c'est-à-dire au renfrognement dans l'identité et les logiques communautaires. Et donc effectivement c'était un petit peu prévu. Alors est-ce que pour commencer, non, pardon, je fais une autre précision, c'est que là, contrairement à ce qu'on fait habituellement, en général, contrairement à nos confrères et concurrents de TPMP Quotidien ou France Culture, on prépare énormément nos interviews et on lit absolument tout ce que les personnes qu'on reçoit ont écrit jusqu'à la dernière ligne. Là, en fait, pour cette série d'interviews, on n'a rien prévu. L'idée, c'est vraiment qu'on accueille des gens qu'on estime avoir quelque chose de précieux à dire dans la compréhension de la situation bien particulière qu'est celle-ci. Donc ça va être probablement encore plus chaotique que d'habitude et absolument pas préparé. Et donc on tente d'amener un petit peu plus loin le concept de lundi soir qui est celui de PMU intelligent. Donc Miralis, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer, je sais que ça va être complexe et ardu, mais nous expliquer ce que c'est que cette idée de tétralème révolutionnaire. Donc tétralème, c'est un dilemme, c'est un problème qui a 2 pans, un tétralème, c'est un problème qui a 4 pans. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ce que vous avez vu là-dedans ? Voilà. Avant tout, si vous permettez Mathieu, j'aimerais dire que mon intérêt, c'est effectivement l'évolution de la société humaine, surtout après la modernité, et l'évolution aussi politique en rapport avec le changement des conditions sociales. Donc j'ai écrit beaucoup sur la démocratie directe, comme vous le savez aussi sur le contrôle social, etc. Et donc le mouvement, par exemple, du Gilet jaune ne m'a pas intéressé comme d'autres collègues sur le plan effectivement de sa dynamique conjoncturelle, de ses revendications, etc., en tant que telle, mais surtout en tant qu'expression d'une force, d'une énergie politique qui prenait forme de façon performative. C'est-à-dire ce qui s'est passé avec les mouvements de Gilets jaunes et auquel on ne s'est pas arrêté assez, même pas du tout, je dirais, en termes de recherche, c'est sa transformation en termes d'horizontalité et en termes de demande de changement d'architecture politique pratiquement une semaine après le début où on parlait de la taxe carburant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui indique un énorme changement, une transformation énorme sur le plan de la constitution des mouvements que
par embarras, les collègues, je pense en général, et puis bon, les journalistes aussi appellent les nouveaux mouvements sociaux. Bon, et après ça dure et c'est plus nouveau, etc., etc. Mais en vérité, la question qui se pose, c'est comment se combine l'individuation qui se trouve exacerbée dans les conditions post-industrielles avec les mouvements sociaux qui cherchent effectivement à changer les conditions actuelles, y compris de façon révolutionnaire. C'est que le mouvement de Gilets jaunes et d'autres mouvements deviennent à un moment révolutionnaires dans le sens, disons, typique du terme, où ils demandent un changement des régimes complets. Donc, le problème de ces mouvements révolutionnaires, n'importe quel mouvement, partout, dans un cadre qui est à peu près démocratique, j'utilise les termes en connaissance de cause, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Vous pouvez l'appeler oligarchie minoritaire, élective, etc., etc., peu importe. C'est-à-dire des gouvernements qui ont au Parlement une majorité absolue avec 15 à 25% du vote. Voilà, c'est tout. Donc, dans ces cadres-là, où on ne peut pas nier qu'il y a des aspects démocratiques dans le régime, le mouvement révolutionnaire se trouve dans cette étreinte, c'est-à-dire une évolution évidente qui est à surmonter l'obstacle politique et donc advenir à un changement de régime. Peu importe comment cela se passe, que ce se passe par exemple de façon quasi ou sous-parlementaire, si on peut le dire comme ça, ou de plusieurs autres combinaisons, ou par la violence directe, etc., etc., peu importe, il y a une issue relativement claire où le nouveau mouvement, pour ainsi dire, commence à maîtriser les termes du nouveau régime politique. Voilà. Ça, c'est très improbable et j'expliquerai pourquoi. La deuxième possibilité, c'est un recul vers la normalisation, c'est-à-dire on se fonde la société et on crée de ce fait, pas intentionnellement, parce qu'on est dans une société individuée, contrairement à une société égoïste, égocentrique, individuelle, etc. Donc individuée, c'est-à-dire où chacun se sent être une force politique. Et donc ces potentiels-là existent et cherchent des issues. Et il y a deux issues qui sont relativement claires. Une issue de mise à jour idéologique, c'est-à-dire on cherche effectivement ce qui existe et qui peut exprimer ce potentiel, cette énergie politique au plus près, mais pour permettre en vérité aux gens qui ont participé au mouvement à se mettre à jour et donc à participer à un effort de continuité, de renversement, d'opposition, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il y a une autre dimension qui est une dimension oppositionnelle et on aurait absolument tort, et on a absolument tort de penser que la dimension autoritaire, la dimension fasciste, la dimension, etc., etc., est une dimension qui n'est pas une dimension communautaire, qui n'est pas une dimension collective. Bien au contraire, c'est une dimension fusionnelle qui est beaucoup plus forte que la fusion idéologique. Parce que la fusion idéologique, comme tout le monde le sait, a des limites de rationalité, et on voit ça évidemment dans les groupuscules et innombrables groupuscules, effectivement, des finesses idéologiques dans la gauche, tandis que ça, ce n'est pas quelque chose qui est permis dans la dimension communautaire, où on se donne à la communauté entièrement. Et quand on dit on se donne entièrement, c'est pas seulement sur le plan de l'action, c'est pas seulement sur le plan de la pensée, c'est aussi sur le plan de la moralité, sur le plan de la culture, sur le plan de tout. Donc, c'est ce qu'on appelle totalitaire. Voilà. Je vous arrête juste pour pas pour vous arrêter, mais pour essayer de resynthétiser ça. On va, genre à ce moment-là, on va mettre le tétralemme là maintenant dans la vidéo pour qu'on y voit clair. La partie supérieure, on va reprendre l'exemple des gilets jaunes, parce que c'est ça qu'on a en tête. La flèche qui va vers le haut, c'est celle qui vise un changement structurel, donc pas qui ne vise pas le retrait d'une taxe d'essence, mais qui
prétend, enfin qui espère, prétend, s'organise, se bat pour changer la structure même de la société. Et mais une fois que ça a échoué, la flèche de gauche sur le schéma, c'est en gros une espèce de ligne de fuite idéologique, et celle de droite, c'est la ligne de fuite communautaire et donc fascisante. Mais juste pour qu'on soit bien clair, quand vous dites, vous parlez pas de ligne de fuite, mais quand vous dites l'option autoritaire, pas autoritaire, idéologique, qu'est-ce que vous, enfin c'est quoi ce que ça recouvre exactement? Là, par exemple, dans la situation d'aujourd'hui, vous avez vu que il y a quand même une gauche qui est privilégiée par ce réservoir dont je parle, et qui est une gauche, c'est pas par coïncidence, qui exploite la dimension, par exemple, identitaire. C'est-à-dire une gauche qui cherche à recueillir tout le monde autour des aspects qui sont compatibles avec cette individuation. Donc la dimension identitaire que l'on pense comme une dimension libératrice, et qui dans plusieurs sens l'est libératrice et émancipatrice, et en même temps là parce qu'elle est compatible avec l'individuation. C'est-à-dire, elle affirme la capacité de chacun de se penser en tant que sujet politique en soi, et pas avec les autres, et pas tenu par les règles. Donc, justement, là, on a une opposition, si vous voulez, individu-communauté, qui est très, très, très importante. Mais je vais revenir à l'idée, effectivement, de comment les choses se passent. C'est-à-dire, nous, on est en train ici de discuter. Supposons que nous avons un désaccord. Donc, si moi ou vous, je vous donne une claque, d'accord, ce qui se passe, c'est que le rapport que nous avons se transforme. On n'est plus dans un rapport de désaccord, on est dans un rapport différent, de violence notamment, qui est le rapport essentiel du désaccord politique. C'est-à-dire, si le désaccord persiste, quel est le degré auquel on peut arriver? Le problème, c'est qu'une fois que je vous donne la claque ou vous me donnez la claque, on va se concentrer sur la violence. C'est le problème essentiel des mouvements radicaux. Et je parle de mouvements radicaux de gauche qui cherchent effectivement à inciter la société en général vers un mouvement révolutionnaire, et un mouvement révolutionnaire pacifique. Vous vous souvenez que les Gilets jaunes insistaient absolument sur ça. Nous sommes des apolitiques, nous sommes des pacifiques. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent? Effectivement, ils trouvent une certaine violence qui les transforme. Parce que c'est un long argument que j'ai écrit dans un autre livre qui est en anglais, qui s'appelle Conflict and the Social Bond, sur le conflit, où justement, votre adversaire vous convertit. D'accord? On voit par exemple ce qui se passe avec les Palestiniens, le Hamas, etc. Comment vous pouvez convertir quelqu'un à une violence qui initialement n'était pas voulue. D'accord? Donc, cette concentration-là, évidemment, pose la question de la voie que vous devez suivre parce que vous êtes perdant. Et le problème que nous avons sur le plan de l'analyse politique, et je dis l'analyse sociopolitique, y compris formelle, académique si vous voulez, c'est qu'on pense la question en termes de victorieux, et on ne pense jamais à ce qui arrive aux perdants. Parce que les perdants doivent changer. Ils doivent se transformer pour survivre. Ils ne peuvent pas, sauf une infime minorité qui va persister, peut-être jusqu'à la folie, peu importe. Mais ils doivent changer. Et ils doivent trouver une voie pour changer. C'est là qu'on fait le lien entre la fascisation en cours et l'écrasement des Gilets jaunes. Voilà. Et donc, le problème que nous avons ici, c'est que nous avons des individus qui se pensent en tant que force politique et en même temps se pensent en tant que cœur de la société, en l'occurrence de la société française. Et ils trouvent, à travers cette violence qu'ils ont subie, et à travers aussi les discours qui les ont entourés,
Et là, nous avons, nous aussi, en tant que, si vous voulez, intelligentsia, peu importe comment vous voulez l'appeler, notre responsabilité. Hein, de les avoir considérés comme des beaufs, etc., 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 voilà. Voilà. Ils trouvent en vérité un rejet qui dit qu'ils sont inutiles au système. Maintenant, ils sont marginalisés. Ils ne comptent pas. Ce sont des gens, effectivement, qui sont par ici, par là, qui sont un peu dispersés, qui ne font pas le poids face aux médias, qui ne font pas le poids face à l'exécutif, qui ne font pas le poids face à ce qui se passe là où est le pouvoir. Ces gens-là, donc, ne peuvent pas être satisfaits d'une mise à jour idéologique parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas l'identité. L'identité, ils l'ont. Ils savent qui ils sont. Ils ne se cherchent pas. Et donc, la question qui se pose, c'est ce que je suis, moi, comment est-ce que je peux l'exprimer à travers un paysage politique donné que je n'ai pas réussi à renverser. Il ne faut pas penser que tout ça est un résultat de naïveté. Qu'ils pensent par exemple que le Rassemblement national est quelque chose de parfait, qui va nous créer effectivement un autre mode de gouvernance, etc. Ou qu'ils ignorent ce qui s'est passé en Italie avec Meloni, ou voilà. D'ailleurs, c'est le plan, je pense aussi sur le plan gouvernemental, de user le Rassemblement national, de le normaliser en tant que force et de lui enlever en vérité cette radicalité par une certaine gouvernance, si jamais ils réussissent à sortir gagnants du deuxième tour. Donc, ces gens-là sont obligés d'affirmer leur identité et ils n'ont pas une autre façon que de l'affirmer à l'intérieur de cette communauté. Cette dimension fusionnelle est absolument fondamentale pour comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, on a des individus qui s'interrogent sur leur individualité de façon intellectuelle parce qu'ils ont ce luxe-là, et ils se pensent aussi. C'est pas vrai, en vérité, mais ils se pensent. Si vous voulez, je donne des exemples très spécifiques. Ben voilà, vous êtes intermittent du spectacle, d'accord, et vous vivez avec un revenu relativement bas, etc. Mais vous êtes avec des gens qui se pensent être au centre de la culture, au centre de ce qui se passe en France idéologiquement, culturellement, etc., etc. Vous êtes effectivement dans le coup, vous êtes contemporain, vous êtes, etc. Donc ça vous remplit sur le plan de votre individualité. En revanche, vous vivez dans une petite ville où vous êtes chômeur, d'accord? Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement lutter pour trouver quelque chose qui en vérité ne vous correspond pas, ou si il vous correspond, ne correspond pas à la situation que vous avez imaginée pour vous et votre pays. Donc la seule possibilité que vous avez, c'est de vous tourner vers quelqu'un qui va restituer quelque chose. L'essence de ça, vous allez le trouver dans le discours d'Éric Zemmour devant la droite quand il était invité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années. Moi, je montre ce discours dans mon cours de sociologie politique et je pense que chacun doit l'écouter attentivement parce que il contient les clés de cette restitution. Vous voyez, parce que là, on a quelqu'un qui n'a pas l'identité typique française de souche, et il le sait, il le dit. C'est pas ça. Mais les clés d'une intégration culturelle. Il dit quoi alors dans ce... C'est ça. Mais dans ces discours, c'est absolument, effectivement, à la fois important et effrayant de dire de quelle façon la France va évoluer et comment elle va changer, ce qu'ils appellent le grand remplacement, etc., etc. Mais sur le plan culturel, parce que ce qui l'intéresse, et c'est ça qui est intéressant, c'est la dimension culturelle et pas la dimension raciale. C'est pour ça qu'on ne peut pas... La différence entre fascisme et nazisme, d'ailleurs, une de grandes différences, peut-être la plus grande, c'est exactement ça. Donc, du moment où vous êtes culturellement français, ça va. Il n'y a absolument aucun problème. Vous êtes noir, vous êtes asiatique, vous êtes... peu importe.
Voilà. Donc, la question, c'est effectivement de pouvoir restituer à la nation cette dimension culturelle. Donc, dans le tétralemme, cet aspect communautaire est absolument la solution à suivre si vous voulez recréer une dimension communauté qui respecte votre individualité, à laquelle vous reconnaissez une dimension historique. Donc, vous êtes en opposition, et vous voyez l'opposition par exemple avec le fameux wokisme, d'accord ? Vous êtes en opposition avec des gens qui souhaitent une individualité qui est politisée autour de ce qu'ils pensent principalement d'eux-mêmes. Cette tension-là est une tension mortifère, à mon sens, politiquement. Pourquoi ? Parce que de deux côtés, elles s'organisent autour de l'individualité et en même temps, elle exacerbe la tension entre cette quête d'individualité. Une chose qu'il faut expliquer aussi, c'est ce qui s'est passé en France en 2017. 2017 est vu encore toujours, je ne sais pas pourquoi, pas seulement par les électeurs qui ne sont pas des spécialistes, qui analysent pas ça, effectivement c'est pas leur travail, ils ne sont pas payés pour ça, etc., mais même par les spécialistes, comme un triomphe du centre. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? Le centre se contracte et au lieu de pouvoir alimenter deux partis centristes de pouvoir, il ne peut plus le faire. Et donc, sous Macron, si vous voulez, il y a cet alliage qui se fait très vite de façon opportuniste. On voit là le réflexe des systèmes politiques, où on a effectivement un nouveau parti qui rassemble tout le potentiel centriste. D'accord ? Donc, ça donne aussi le signal, effectivement, parce que parmi les Gilets jaunes, par exemple, il y avait beaucoup d'électeurs de Macron. Et ils attendaient beaucoup de ces changements-là. Et ils étaient dessus. Donc ça donne le signal qu'en vérité, la position réformiste est une position qui vous exclut. Ce qui est très intéressant et très nouveau. Parce que personne ne se sentait exclu dans la position réformiste. Ceux qui rejetaient la position réformiste, qu'on peut appeler des radicaux, plus ou moins radicaux, etc., ils la rejetaient parce qu'elle n'allait pas assez loin vers leur direction. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, en ce sens-là, qui contrôle dans leur tête la position réformiste, et donc ça ne sert à rien parce qu'en vérité, on n'a personne en face. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans un des QG des Gilets jaunes, le McDo de l'avenue de Wagram. D'accord ? C'est peu avant, l'incursion totalement incomprise, je dirais aléatoire, d'une compagnie de CRS qui commence à taper sur tout le monde et à gazer tout le monde, y compris des vieux couples qui n'ont rien à voir avec l'affaire, etc. Bon. Mais avant ça, on discute. Je discute avec un membre du groupe Force et Honneur, et qui commence effectivement le discours, parce que moi, vous le savez, vous aussi, je discute avec tout le monde en même terme. Voilà. Et donc, lui, il est conducteur de camion, il a sa famille, son père aussi, il a sa famille, etc. Et je lui dis, pourquoi vous êtes là ? Il dit, je vais protester, ma situation, effectivement, se dégrade totalement, je ne peux pas vivre ma famille, faire vivre ma famille, etc. Et il commence à me parler de camionneurs bulgares. D'accord ? Et il me dit, voilà, ils font ça pour un bol de riz, voilà ce que fait l'Europe. Et donc, moi, conclusion, je ne suis pas assez concurrentiel et donc je ne peux pas faire vivre ma famille. Donc, sa conclusion, c'est je n'ai rien contre les camionneurs bulgares. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Donc, cette marginalisation, si vous voulez, est une
force absolument irrésistible vers la dimension communautaire, sauf quand ce qui vous arrête, c'est, je le dis un peu ironiquement, mais l'absorption par vous-même, où vous vous considérez assez adéquat sur le plan social pour pouvoir exister, même avec des petits moyens, ce qu'on appelle le bobo, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bobo, c'est une grande catégorie. Il y a des gens qui ont des moyens très modestes dans cette catégorie. Mais vous pouvez exister en faisant effectivement des apéros de haut niveau intellectuel ensemble. Je reconnais que je suis un peu ironique, mais il s'agit de l'avenir de notre société. D'accord? Et donc, on ne peut pas éternellement se nourrir de cette dimension politique autoréférentielle. C'est totalement impossible. Donc, c'est pour ça que la tentation autoritaire a le vent en poupe. Parce qu'en face, il y a un centre qui s'effondre pour les raisons que j'ai expliquées, parce qu'il perd le contrôle en vérité nationale qui était son point fort, et une individuation qui s'approfondit de plus en plus, qui s'auto-alimente, qui s'auto-nourrit de plus en plus, et qui aussi se fragmente de plus en plus dans des catégories de plus en plus spécifiques, qui mettent en question parfois les unes les autres. Donc, qu'est-ce qu'il reste pour être ensemble? Le fameux vivre ensemble, donc, commence à ressembler à une totalité plus ou moins imposée, avec une main qui ne sera pas sans doute une main forte du passé, mais qui prétendra au moins réunir la société autour d'un projet qui n'est pas un projet économique et qui n'est pas un projet identitaire. D'accord? Voilà donc l'analyse du tétralemme en quelques minutes. Et alors, j'ai une autre question, alors très très vague et qui est vraiment une question piège, parce que je me doute bien que vous n'avez pas les idées claires là-dessus, mais bon, il y a plein de choses qui nous agacent évidemment dans la situation. Bon, l'une d'entre elles, c'est que l'espèce d'espoir, vraiment au sens le plus couillon du terme, du renouveau de la gauche, vient d'une certaine manière suspendre peut-être le moment où il faut assumer et prendre au sérieux l'arrivée fasciste. Parce que le truc qui est agaçant, c'est qu'on a le sentiment que ça fait des années et des années que tout le monde dit oh là là, attention le fascisme, oh là là, attention le fascisme, oh là, attention le fascisme, et que là, alors même qu'on y arrive, là, la question que tout le monde se pose, c'est oh bah comment faire gagner la gauche, et peut-être bon, nous on donne pas de consigne de vote, machin, et c'est très bien si des gens tentent ce truc du vote, il y a pas de. Enfin, c'est une discussion inutile dont on se fiche, mais par contre, ce qui est compliqué, c'est que nous, on a le sentiment que là, ce qu'il y a à réfléchir, c'est pas comment faire gagner la gauche, mais comment survivre face à l'extrême droite, en fait. Enfin, en tout cas, les deux questions se posent au moins simultanément. Et moi, mon espèce de crainte, c'est que j'ai l'impression que il y a une telle la manière dont on se réfère au fascisme, donc, ce que vous disiez juste avant, vous disiez ça va pas être les grosses bottes, enfin vous avez pas dit les bottes, mais et donc, on a cette idée, le fascisme ça va être terrible, ils vont tuer tout le monde. Il y a des gens qui disent ça, bah là ils vont se mettre à tirer sur tout le monde en manifestation, etc. Moi je crois pas du tout. Je pense que ça va être une fascisation qui va d'abord devoir se rendre absolument compatible avec la petite bourgeoisie, avec la bourgeoisie sans trop de problème, avec toute la petite bourgeoisie, etc. Qui va d'abord aller taper dans les marges, évidemment, dans les banlieues, etc. Et probablement, s'il fallait faire des paris, ça sera pas Bardella qui radicalisera son parti, mais par exemple la police qui, après 2 bavures, dira oui, bon, écoutez, ce serait quand même bien qu'on nous laisse faire notre métier. Bref, je pense que la fascisation va être douce,
absolument compatible avec la petite bourgeoisie métropolitaine. Bon, après, par contre, je pense que le fascisme, c'est pas une position politique, c'est une pente, et que la pente, si rien ne s'y oppose de manière un petit peu décente, que la pente elle sera dévalée. C'est-à-dire que ça, potentiellement, ça ne restera pas un fascisme sympa. Et compatible et avec l'économie et avec la petite bourgeoisie. Mais donc ça, c'est là-dessus que moi j'aurais bien aimé avoir votre intuition, en fait, parce que c'est là, pour le coup, c'est un peu de la prédiction. Mais vous, le bardélisme, ça va ressembler à quoi? Moi je pense que, évidemment, bon, on ne sait pas quelle est la direction de l'histoire, c'est-à-dire un aléa tout petit. Vous avez parlé de chaos tout à l'heure, et à juste titre, pas seulement entre nous, mais de façon plus générale. Un événement aléatoire pourrait très bien changer la donne. Mais ce qu'on a vu en Italie, par exemple, on a vu Meloni, on n'a pas vu Salvini aux commandes. Ça, ce n'est pas une coïncidence. Salvini aurait été capable d'imposer et d'introduire des mesures plus dures et plus visibles. Premièrement, est-ce qu'il y a des gens assez intelligents, de façon maléfique, dans le Rassemblement national pour faire quelque chose qui serait absolument la clé de cette représentation symbolique de la dimension communautaire? Je vous donne un exemple. Une marche, s'ils gagnent, mensuelle, à l'anniversaire de leur victoire, de toute la France vers Paris, seulement avec des drapeaux français. Ça, c'est ce que vous leur conseillez de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... J'espère que non. J'espère que non. Mais si c'est possible de donner une représentation symbolique de ce qui est en train de se passer, ensuite, effectivement, on passe dans une version qui n'a pas besoin d'être ouvertement violente. C'est-à-dire, ce dont on a parlé déjà, pas dans l'entretien, mais à d'autres occasions, de cet autoritarisme flexible, parce que, par exemple, on imagine la Russie de Poutine de cette façon-là. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas sous un bâton. Tout le monde n'est pas constamment en train d'être sous une peur terrible, etc., etc. Ce n'est pas ce type de régime. C'est un régime qui est autoritaire et qui réussit à être autoritaire tout en donnant des marges de liberté, de fierté, de stratification, etc., etc., de mobilité sociale, etc., etc., qui maintient l'équilibre. Donc, si vous tenez compte de la dimension individuelle de cette affaire, évidemment, on va aller vers cette direction-là. Mais cette direction nous empêche de faire autre chose. C'est-à-dire, ce qui est effectivement mon espoir le plus cher, c'est-à-dire avancer vers la démocratie directe. C'est-à-dire pouvoir exprimer au niveau maintenant individuel nos préférences de façon non représentative, question par question, choix par choix. Les sondages font ça dans une certaine mesure, mais malheureusement, évidemment, on n'a que deux pouvoirs aujourd'hui. Tout le monde, je pense, qui suit la vie politique, on n'a pas besoin d'être un spécialiste, un grand spécialiste. Il y a deux pouvoirs. Il y a l'exécutif, qui comprend en vérité aussi bien le législatif et le judiciaire, et les médias. Voilà. Ce sont les deux pôles qui conduisent en vérité notre société politiquement. Donc, on a des moyens considérables pour résister sur le plan du réseautage en termes individuels. Il ne suffit donc pas de réagir, si vous voulez, sur le plan d'un avenir fasciste qui, à mon avis, s'il y a cette intelligence,
sera plus symbolique qu'autre chose et fera taire ses adversaires par le symbolisme, parce qu'il suffit de poser un drapeau dans chaque école. Il suffit de poser, je ne sais pas moi, une tenue scolaire spécifique. Il suffit d'accueillir d'une certaine façon devant le guichet des services publics quelqu'un pour établir ce climat. Vous n'avez pas à faire plus. Et les gens ne demandent pas plus, en vérité. D'accord ? C'est ça qui est important. Donc, vous allez faire taire ceux qui, aujourd'hui, font taire, effectivement, leurs adversaires en proposant des identités alternatives. Cette contraction va nous éloigner encore plus de la démocratie directe. Donc, ce que moi, je vois, en somme, c'est que on aura cette version-là, et cette version, ce sera on avance selon les réactions du public, ce qui n'était pas le fascisme d'avant, c'est-à-dire une vraie hégémonie préconçue, voilà, ça c'est sûr. Ensuite, on a les aléas. Imaginez ce qui va se passer par exemple si, par hasard, il y a un événement majeur de violence quelque part, d'accord ? Et on commence à sortir les militaires de caserne, et après, on ne sait plus ce qui va se passer. Et ensuite, il y a la possibilité, très intéressante, de continuer sur le plan des élections, étant déçu, ce que je pense est le plan de Macron, étant déçu aussi de ces changements-là, d'accord ? Et se reconstruire autour d'une vision politique où l'individu peut maintenant participer de plus en plus directement en rejetant de plus en plus la dimension représentative. C'est ça que je pense. J'ai une question parce que en t'entendant parler, je peux pas m'empêcher de penser au fait que ce que tu décris me paraît être ce qui a déjà eu lieu, ce qu'a déjà pratiqué le macronisme. C'est-à-dire toute cette dimension symbolique, ces investissements symboliques permanents, récemment, réinvestir Manoukian, le Panthéon, dans des grandes cérémonies, plein de formes de cérémonies différentes qui ont été mises en place symboliquement par le macronisme depuis 7 ans, qui était très confuse parce que d'un côté c'était revaloriser Pétain, mettre Pétain en héros de la Première Guerre, et d'un autre côté, au bout du parcours, c'était Manoukian au Panthéon. Mais il y a eu cette entreprise permanente de symbolisation d'une certaine communauté, la France, etc. Et plus je t'écoute parler, et plus j'ai le sentiment que, d'une certaine manière, Bardella ou Le Pen, quand ils parlent, ou ce qu'on entend, c'est plutôt le vide absolu. C'est-à-dire, au niveau symbolique, ils disent pas grand-chose. Au niveau de référence historique, c'est plutôt l'inverse. Effacement de tout rapport à l'histoire, parce qu'ils doivent faire oublier le passé, Waffen-SS de leur parti, etc. Et Le Pen, c'est poser avec des chats, et Bardella, c'est TikTok. Et il y a un vide intégral, un vide sidéral. Au point même que Bardella, dans certains débats, reprenait exactement mot pour mot les termes du débat de 2022 utilisé par Macron contre Le Pen. Un vrai vide, une vraie endosmose du vide macroniste des débuts. C'est-à-dire qu'il a la même stratégie que Macron d'être complètement vide au début. Sauf que ce que Macron a fait au pouvoir, c'était symboliser, essayer de donner du contenu historique, de mélanger la monarchie, Jupiter, Louis XIV, Versailles, la pyramide du Louvre, enfin, de créer constamment ça. Le pupitre de Macron, c'était le même que celui que Mitterrand avait antérieurement. Bon, un ensemble comme ça de symbolisation, même les JO doivent être un énorme événement à sa gloire symbolique. Et pourquoi je rappelle tout ça ? Parce que quand je t'écoute dire tout cela, j'ai moins l'impression qu'on décrit l'avenir le monde bardélisé, qui va me paraître, je ne sais pas du tout ce qu'il peut être, parce que je ne sais pas ce qu'il peut faire. Mais j'ai plus l'impression qu'on décrit déjà le macronisme, on décrit déjà ce qui s'est passé il y a 7 dernières années, et
en plus, quand tu parles de cette adaptation aux événements, aux circonstances, cet aléatoire, ce pari, avec les mouvements, les actions, cette inventivité, c'est vraiment celle du macronisme, c'est-à-dire celle de Macron en particulier, au point qu'on arrive à la dissolution du 9 juin, ou du 10, je sais plus, qui est un pari qui réduit toute la classe politique à un seul homme qui a une décision presque folle. Et ceci étant dit, est-ce que tu penses pas, vu qu'on est dans les pronostics, les hypothèses, les machins, que potentiellement il y a peut-être même plus, je dis pas qu'il faut pas voter contre Le Pen, que c'est pas un danger incroyable, mais qu'il faut être attentif au fait que peut-être le type qu'on a au pouvoir actuellement, Macron, c'est quelqu'un qui, en définitive, ne voudra pas le lâcher, ce pouvoir. Coûte que coûte, il voudra le garder. La dissolution semble être à la fois quelque chose de logique, nous disait Pablo Stéphane Palombarini, et en même temps quelque chose de fou, d'irrationnel pour son camp. Et par conséquent, qui ira jusqu'au bout des potentialités de la Constitution. Parce que j'ai eu l'impression que sa manière de gouverner avec une base tellement minuscule, son bloc bourgeois qui s'effondre, c'est de pousser au maximum les potentialités de la Constitution, jusqu'à l'article 12 récemment. Et dans un contexte géopolitique où il y a potentiellement un fascisme russe, il y a une guerre, il y a l'Ukraine, etc., est-ce qu'on peut imaginer que le coup de surprise à avoir d'ici 3 ans, c'est pas la démission de Macron, c'est pas Bardella au pouvoir et fascisant la société avec des SS, mais c'est une sorte de truc césarique, une sorte de césarisme du centre, qui conduit vers une forme de mise en guerre de la société. Parce que tout à l'heure, tu as dit mettre des uniformes à l'école, mais c'était Attal qui demandait ça. Oui. Mettre un drapeau dans toutes les endroits, mais c'était Macron qui avait dit ça. Et donc, du coup, d'une certaine manière, tout ce que tu as décrit me fait penser que, encore pire que ce qu'on pouvait imaginer, on n'est pas dans une transition avec des fascisateurs qui nous amènent les vrais fascistes, mais qu'on a peut-être que c'est peut-être déjà Macron lui-même qui est l'équivalent de tous les néo-fascistes contemporains, de Trump à Bolsonaro en passant par machin. Et voilà. Bon, je sais pas, c'est une très longue intervention, je suis désolé. Non, mais bon, on tâtonne, on sait pas où on en est, etc. Il y a plein d'hypothèses possibles. Qu'est-ce que t'en penses Je pense, pour le dire franchement, au début et après je vais expliquer que c'est totalement faux. Et pour la raison suivante. Le cocktail symbolique utilisé par Macron, et comme vous le savez, vous l'avez compris, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas la scène politique actuelle. Il se trouve qu'on parle de Tetralem parce que justement, je prévoyais comment les forces allaient se construire. Donc, mais si on parle de ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on réunit de façon attentive des fragments de tous les côtés. C'est-à-dire, on va par exemple faire une commémoration nationale pour D'Ormesson, une commémoration populaire pour Johnny Hallyday. D'accord? On va panthéoniser, je ne sais pas, une femme. En même temps, on va au mannequin. C'est-à-dire, on a une série de héros et une série de symboles, une série de propositions aussi, par exemple, justement, tenue en école, etc., qui vont nous dire que la France est faite de tout cela et qu'elle a besoin de quelqu'un qui est raisonné par rapport à cela, qui honore son passé, honore son identité, honore sa polyphonie, sa pluralité, etc., etc., etc. Et donc, cette gouvernance raisonnable, on l'a déjà, et qui s'occupe en même temps de tout. D'accord? Il est totalement faux de dire que le discours du Rassemblement national n'a pas de héros. Il y a un seul héros, et vous pouvez regarder tous les discours, c'est le peuple. D'accord? Parce que là, on ne parle pas de société. On ne parle pas des désaccords.
on ne parle pas des fragments qui peuvent être incompatibles entre eux. D'accord ? Voire auparavant des adversaires qui maintenant deviennent partie de notre passé, etc., etc., etc. D'accord ? Donc notre histoire, mais une projection fusionnelle. C'est ça le vrai héros du Rassemblement national. Donc le projet, si on le suit, ça serait de faire de nous à nouveau un peuple. D'accord ? C'est pour ça que je me réfère au discours de Zemmour qui, justement, a cette ambition-là. Donc, si on voit les choses comme ça, je pense que le projet sera un projet totalement contraire au projet macroniste, dans le sens qu'il n'y a pas un équilibre entre fragments qui montrent la rationalité, la magnanimité, voire la pensée ouverte, l'horizon à 360 degrés, on inclut tout ce qu'on veut, le communiste, etc., etc., mais quelque chose qui va directement sur une union à laquelle tous ceux qui cherchent à échapper sont des traîtres, des adversaires, des ennemis. C'est ça qui est important. Tu voulais redire, parce que tout à l'heure vous avez évoqué, en parlant de Zemmour, vous avez dit que en gros que pas la ligne de partage, enfin en tout cas que Zemmour était plus soucieux de la question culturelle que de la question raciale, et ça j'ai l'impression que c'est très important parce que en général là à la manifestation de samedi il y avait des gens qui avaient ressorti des petites mains touche pas à mon pote de SOS Racisme, ce qui je crois a déprimé pas mal de gens oui. à juste titre, mais bon en tout cas il y a quand même dans le discours de gauche, d'extrême gauche, etc., du fait de tous les apports des coloniaux et tout ça, la question raciale est assez spontanément mise sur le devant dans la menace que ferait peser, enfin que fait peser de toute façon le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu, c'est quoi la distinction que vous faites, enfin vous l'avez un peu dit tout à l'heure, quoi, mais entre enjeu racial et est-ce que vous pensez que Bardella, lui aussi, il est sur une ligne culturelle et moins sur une ligne raciale? Tout le monde sait aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient, même si on est d'une intelligence moyenne, qu'il n'y a pas de retour en arrière sur le plan de la société multiraciale, multiethnique, voire multireligieuse. Tout le monde le sait. C'est impossible de défaire cela, sauf si on arrive et on se tourne vers plusieurs solutions finales en même temps, tout en interdisant Internet, ce qui est inenvisageable. Nous avons des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont homosexuels, et dans un pays comme la France où l'homosexualité était illégale jusqu'en 1981. D'accord ? Donc, je ne vois pas du tout cette possibilité. La possibilité de l'unité se trouve dans la façon de penser. D'ailleurs, si vous regardez effectivement toute l'histoire, j'ai dit comme ça de grands mots, mais voilà, du totalitarisme, elle se résume en vérité dans cette dimension d'appartenance communautaire. C'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas qui vous êtes, c'est-à-dire d'où vous venez. Ce qui compte, c'est comment vous pensez et si vous appartenez. Évidemment, il est plus difficile, si vous êtes noir, de prétendre que vous avez une culture française totale, etc., etc. Mais vous pouvez finir, effectivement, ministre de l'Éducation, d'accord, d'un gouvernement sous Macron, et tenir ce poste avec cet équilibre, avec les critiques que vous avez sur le plan décolonial, d'accord, et ça s'est passé. Donc tout ça, personne ne peut le effacer. C'est quelque chose que nous avons acquis. Donc je ne vois pas pourquoi
on dépenserait son capital politique pour lutter contre quelque chose qui est totalement impossible. D'accord ? Par exemple, si vous prenez Paris, on sait que Paris intramuros contient peut-être à peu près 3 millions de population, et avec plusieurs parties multiethniques, et est entouré d'une banlieue qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus diverse. Donc, vous ne pouvez pas penser que vous allez tout simplement vider un pays. Oui, mais la dans question ce du sens-là. racisme, c'est pas forcément celle de l'extermination des gens, ni même de les pourchasser. Mais par exemple, l'islamophobie qui est présente massivement, on va dire, d'Éric Zemmour au printemps républicain, etc., elle est mobilisatrice politiquement. Enfin, ce jeu sur les peurs, etc., sur la figure de l'étranger, voilà, sur la figure culturelle, justement, précisément ceux qui culturellement ne seraient pas assez adaptés, ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas, ça n'aurait pas cette place gigantesque dans le débat public. Oui, mais strictement parlant, et ça peut paraître une énormité, mais strictement parlant, si vous analysez ça sur le plan logico-politique, il ne s'agit pas d'une islamophobie. Ici, la question ne se pose pas de cette façon-là. La question se pose dans l'intégration dans une société sécularisée, donc dans la neutralisation, pour ainsi dire, de l'élément religieux, au bénéfice de l'élément politique, notamment républicain, donc culturel. Donc l'élément de la citoyenneté. Donc une fois que cette intégration est réussie, et moi, je pense, encore une fois, s'il y avait des gens relativement intelligents dans le Rassemblement national, dans les programmes des 100 premiers jours, il faudrait mettre en avant des modèles d'intégration, si on peut l'appeler comme ça, assimilation, comme vous voulez, comme ils l'appellent, de ce type. Donc, la question de l'islamophobie porte en vérité sur une négation de l'union culturelle autour d'une identité française. Une fois que cela est abandonné, il n'y a aucun problème. Donc, je reviens à cette dimension culturelle. Après, est-ce qu'il y aura une partie arriérée, on va le dire comme ça, du Rassemblement national, les vieux de la vieille, qui seront totalement déçus de voir que les Arabes et les Noirs et les étrangers comme moi en France peuvent avoir, par exemple, des places, des postes, peu importe, et voilà, et devenir bourgeois, etc. Peut-être, mais ils ne comptent plus pour personne, y compris pour le Rassemblement national. S'ils comptaient, le Rassemblement national ne serait pas où il est maintenant sur le plan électoral. Donc, ces gens-là sont abandonnés. Vraiment, ils sont du passé. La lutte est culturelle. Regardez aussi ce qui se passe de l'autre côté. Par exemple, la dimension radicale islamique, pour ne pas la dire islamiste, s'exprime sur ce plan-là. C'est-à-dire sur l'objection d'une façon de vivre que plus sur l'attachement à des principes religieux stricts. La conversion sur le plan de la radicalité. Si vous regardez ça, la conversion rapide indique justement encore cette impasse-là. C'est-à-dire c'est une voie communautaire qui est prise rapidement, pas sur les préceptes anciens d'une religion, mais sur la prémisse d'une opposition des façons de vivre ensemble. Donc le jeu se joue là. Blaise, là on a 45 minutes et vu que je sens que tu vas poser encore 3 questions, on est à 50 minutes. Non, je sais plus exactement quel genre de questions je voulais poser, mais c'est-à-dire que
Non, ouais, je ne saurais pas comment la formuler, ni même l'associer, parce que ce serait sauter du coq à l'âne, un peu, etc., comme on a l'habitude, mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce que ça signifie pratiquement, concrètement, politiquement, en termes d'appareil scolaire, policier, disciplinaire, d'assimiler au peuple et aux patriotes et à la culture, donc à l'identité française, ce groupe dénoncé, attaqué par Marine Le Pen dans le journal encore hier, le bloc islamo-gauchiste. Oui. C'est-à-dire, pratiquement et concrètement, j'ai l'impression que tu suggères que ça présente peu de risques parce que ce sera qu'une mise au pas, disons, de la pensée, quoi, de la liberté d'exprimer ou de pratiquer des choses qui au fond sont folkloriques. Voilà, d'être de gauche, de pratiquer, de faire l'Aïd, ou voilà. Mais que ça ira pas aussi loin que, par exemple, remigrer ceux qui sont censés être des citoyens de seconde catégorie, accélérer l'exclusion de ceux qui sont frappés d'OQTF, renforcer la destruction des corps des migrants dans la Méditerranée, et au-delà de ça, peut-être même multiplier les centres de rétention administrative, l'incarcération de longue durée, etc. Et puis, je sais pas, une étape suivante, quand les gauchistes et les islamo-gauchistes sont de moins en moins contents et commencent à réagir à cela, passer à un stade plus supérieur, faire des centres plus grands. Des assignations à résidence, virer les fiches S de toute mobilisation, de tout le corps social, de l'éducation nationale, etc. Je dis ça pas à partir de l'Europe, même si on pourrait le faire à partir des gouvernements libéraux de l'Est, ni même à partir de Poutine, mais par exemple, l'exemple dont on parlait tout à l'heure avant cet entretien, l'Inde. En Inde, on a une société qui est quand même fondamentalement multiculturelle à l'origine, qui est composée par des vagues de successions de colonisation diverses, avec des peuples très hétérogènes et des sous-cultures et des sous-divisions ethniques infiniment multiples. On a les Occidentaux, les chrétiens, de caste. Le système de caste extrêmement hétérogène, les Adivasis qui sont hors des castes. On a tout un tas de populations, on a l'insurrection naxalite, on a évidemment plein de musulmans. C'est la plus grande, c'est une des deux populations après les hindous. Et donc on a une espèce de facto des formes de régime qui ont été très divers, où il y a eu des Anglais, puis des hindous, puis une espèce de coalition, des musulmans, etc. Et pourtant, dans cette espèce de melting pot absolu, à l'image de la Grande-Bretagne, mais radicalisée au possible, on a quoi ? On a dans le nord du pays la construction de camps de concentration de population musulmane. On a la déchéance de nationalité de plus d'1 million ou 2 millions de musulmans d'un coup, pour des raisons historiques. Ceux qui sont venus après 1970, ils perdent leur nationalité. On a des pogroms réguliers à l'encontre de populations musulmanes, des temples qui sont bâtis sur d'anciens temples, mosquées, etc. Et donc, ça, c'est aussi une potentialité de ce régime bizarre fondé sur le peuple, certes, mais sur l'exclusion de toute une partie de la population qui est pourtant presque, pas majoritaire, mais qui est une grande minorité, quoi. Et c'est pareil pour les musulmans en France, c'est une très grande minorité. Disons que j'ai l'impression, en t'entendant, qu'il y a quelque chose qui pourrait se régler, disons, culturellement, alors que moi j'ai l'impression que c'est justement ça le problème, c'est de vouloir régler culturellement la vie multiculturelle, multiethnique, multiraciale, multimachin,
de vouloir le régler d'une manière unitaire, avec un seul modèle du peuple, un seul modèle patriotique, etc. Bon, je sais pas jusqu'à quel point tu entends cette objection. Je l'entends parfaitement, mais je maintiens ma position par rapport à l'histoire, c'est-à-dire l'idée effectivement de faire de prévision est une idée qui nous occupe malheureusement humainement, mais elle n'a absolument aucun sens sur le plan de l'analyse. C'est-à-dire que tout ça puisse se régler dans la rue, dans le sang, dans les larmes, avec des énormes massacres entre nous, oui, c'est une probabilité aussi. Ça dépend comment les choses vont se passer. D'accord ? Mais c'est que ce dont je doute actuellement, c'est que ça serait le plan. C'est ça dont je parle. Le plan politique. Par exemple, la critique de l'islamo-gauchisme, comme vous le savez, ne vient pas seulement du RN. C'est Valls lui-même, président socialiste et premier ministre socialiste, a effectivement dit ça au Parlement. Parce que l'argument, c'est quoi ? Que vous êtes instrumentalisés, vous êtes les idiots utiles d'une force qui est contraire à la liberté, contraire à nos traditions, etc., etc. Et comme nous n'avons pas la force, je le dis entre guillemets, libérale dans le sens des théories politiques du terme, de Grande-Bretagne, d'accord, où on peut effectivement vivre ça, on peut vivre seulement dans le confin d'une citoyenneté préservée. C'est-à-dire, soit vous êtes français, soit vous n'êtes rien dans ce pays. C'est ça la question. C'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Donc, la question qui va se passer ici, c'est, bon, vous êtes bernés, vous êtes des idiots utiles, vous êtes arrivés au point où vous n'avez pas permis des discours qui sont des discours extrêmement radicaux, et on a vu aussi des résultats, parce que c'est ça le discours unique, c'est-à-dire du parti des indigènes jusqu'aux actes terroristes, il y a un discours uni critique, d'accord, auquel, il faut le dire, le centre ne peut pas échapper non plus. Ils sont obligés de suivre. Donc, dans cette position-là, qui sera relativement précaire, parce qu'au plus, ce qu'ils auront, ce sera la majorité au Parlement, pas la présidence. D'accord ? Ils doivent faire attention à leurs alliés. Donc ça, c'est un point fort. Parce que là, ils se retrouvent sur le plan du fait que l'islamo-gauchisme, c'est quelque chose, c'est un terme en vérité qui décrit une fausse idéologie où la gauche est encore une fois trompée. Elle est bernée. Voilà, c'est tout. Donc, la question, c'est quelle sera la réaction par rapport aux mesures ? Quelles seront les mesures ? Vous dites centre de rétention. En ce moment, il faut le rappeler. Nous regardons tous, dans tous les pays, un génocide qui a lieu systématiquement, de façon absolument organisée, annoncée, revendiquée, etc. en Palestine, et il ne se passe rien. D'accord ? Donc, la tolérance de la violence sur ce plan-là est énorme. Donc, je ne doute pas un moment qu'on puisse finir, effectivement, par un moment où les situations, les conjonctures conduisent à ce que, par exemple, ici où nous sommes, dans cet endroit, il y a des policiers qui nous amènent parce qu'on développe un discours anti-patriotique. Je considère ça une probabilité, comme plein d'autres, mais ça m'étonnerait que ça fasse partie du plan. Parce que ce n'est pas un plan intelligent pour parvenir encore plus au pouvoir. C'est tout ce que je dis. Depuis tout à l'heure, vous dites qu'ils ne sont pas très intelligents. J'ai dit que j'espère qu'ils n'ont pas cette intelligence-là, mais je suis convaincu que le plan ne peut pas être là. Parce que toute cette réserve d'énergie politique qu'ils ont obtenue par la violence exprimée par le gouvernement, ils vont la perdre immédiatement.
C'est-à-dire les gens que moi j'ai rencontrés dans le mouvement des Gilets jaunes ne veulent pas massacrer leurs voisins. Ça, je veux dire, mettre ma main au feu, c'est pas ça. Ils veulent une certaine dignité et ils se lient à leurs voisins, y compris leurs voisins d'autres ethnies et d'autres races, par cette dignité où on vit de son travail et on fait vivre sa famille de son travail avec une dignité sans être assisté. Point barre. Voilà. Donc, je ne vois pas ces gens-là suivre dans une folie de fusion patriotique. Ça me paraît relativement improbable. Improbable, ça ne veut pas dire impossible.